ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez, Tico, sur un manche, forcément. On les célébrer là. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Et bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour le Campus Sport Club, le talk show sportif qui revient sur les actualités fortes de l'éducation physique et sportive. Oui, je n'ai pas trouvé de synonyme pour sport, tout simplement, c'est la galère en ce moment du côté du Larousse. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien sur Radio Campus, 106,6 FM, une émission également écoutable en DAB+, et réécoutable en streaming sur campuslille.com. Je suis Adrien Fedeli et comme chaque mardi soir, à mes côtés, une équipe capable de mettre une remontada à la remontada. J'ai nommé tout d'abord au Flash Info Audrey, ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Super. Pour faire la paire avec moi, Sophie, pour les résultats. Bonsoir à tous. Sophie qui est toute décontenancée. À ma gauche, celui qui fera la revue de presse et vous allez vite tomber amoureux de sa voix, j'ai nommé François. Bonsoir à tous, merci pour le compliment. Toujours François. Et puis enfin, le retour du portrait dans le CSC qui nous sera orchestré par notre très cher Pavel. Pavel. Bonsoir à tous. Super. Et puis, pour conclure, aux immanquables et à la régie ce soir, Ellie, merci d'être présent. Bonsoir à tous, et vous allez tous pouvoir redire bonjour, puisque le micro n'était pas allumé pour tout le monde, donc je vous invite à tous redire bonsoir. Bonsoir. Merci à nouveau à vous tous de m'accompagner ce soir pour une heure à parler vivre sport. Soirée Ligue des Champions oblige, nous démarrons exceptionnellement cette émission par les résultats. C'est tout de suite dans le CSC, et je t'invite à lancer le jingle. Et tout de suite, retrouvez les résultats sportifs de la semaine. Et pour cette soirée européenne, nous reviendrons d'abord sur le football avec les rencontres de la soirée, puis un retour rapide sur les principaux championnats du continent. Tout juste terminé, les matchs du soir ont livré leur lot de surprises, à commencer par le Paris Saint-Germain qui a accueilli Leipzig. Victoire au bout du suspense 3-2 avec un doublé de Léo Messi. Excusez-moi. Plus tôt dans la soirée, Manchester City s'est facilement imposé 5-1 en Belgique face à Bruges. Au classement du groupe A, Paris a 7 points et garde les rênes du groupe. Dans celui de la mort avait lieu Atlético Madrid-Liverpool et plus à l'ouest, en terre portugaise, Porto AC Milan. Les Espagnols de Diego Simeone ont failli de peu contre les Anglais, une courte défaite 3-2 à la maison, tandis que les Rossoneri de Milan se sont inclinés 1-0 et ne comptent toujours aucun point après 3 matchs. L'autre club milanais, l'Inter, a pris 3 points sur sa pelouse contre la surprise de cette édition, le Sheriff Tiraspol. Dans ce même groupe D, le Real Madrid se rassure avec une victoire 5-0 contre le Shakhtar. Les Madrilènes et le Sheriff sont en tête à mi-parcours de cette phase de groupe. Enfin, cette troisième journée débutait avec en ouverture Beşiktaş Sporting. Les deux clubs comptabilisaient 2 défaites avant cette confrontation où le Sporting a fait sa loi en Turquie 4-1. Et on termine avec un duel bouillant aux Pays-Bas. L'Ajax recevait Dortmund. Démonstration des Hollandais 4-0. L'Ajax est seul premier du groupe devant les Allemands. Pour ce qui est des grands championnats européens qui se sont déroulés en partie ce week-end, j'ai nommé donc le Big Five, on va démarrer avec notre très cher Ligue 1. Paris a eu chaud en ouverture face à Angers avec un pénalty victorieux et polémique donné en fin de match. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Lens. Les Lensois qui ont chuté eux à Montpellier sur le plus petit des scores 1-0. Dans les autres résultats importants, Lyon s'est imposé à domicile contre Monaco 2-0 et remonte à la 6e place. Le champion en titre lillois a perdu face au promu Clermontois 1-0. Et en clôture de cette 10e journée, Marseille n'a fait qu'une bouchée de son adversaire breton du soir. Lorient perd au Vélodrome 4-1 et permet aux Phocéens de remonter sur le podium à 1 point du RCL. Traversons la Manche à présent pour la Première Ligue. Les 3 premiers au classement ont pris les 3 points ce week-end. Ainsi, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont respectivement à 19, 18 et 17 points. Manchester United fait une très mauvaise opération en allant s'incliner 4-2 face à Leicester dans un match épique, avec une seconde mi-temps riche en buts, qui a animé le King Power Stadium. Newcastle, le nouveau club le plus riche du monde, aussi dit, doit encore attendre avant de pouvoir bâtir une équipe XXL au prochain mercato. Tottenham a glissé par 3 fois le cuir au fond des filets et s'impose 3-2 chez les Magpies, qui sont 19e de Première Ligue. On change d'air maintenant avec le championnat allemand. Le Bayern règne encore et toujours en maître en allant battre le Bayer Leverkusen chez eux. Une défaite
5-1 sans appel avec 4 buts marqués en 7 minutes. Par Lewandowski et les siens, bien évidemment. Dortmund redevient son dauphin après un succès 3-1 à la maison contre Mayence, doublé de l'inusable Haaland revenu de blessure. L'Union Berlin réalise un début de saison inespéré et grimpe eux à la 5e place en battant Wolfsburg, en leur passant devant par conséquent, une victoire bonifiée 2-0. Et on prend enfin un ticket pour notre destination finale, l'Italie, chez nos voisins transalpins, 2 chocs lors de la 8e journée. Tout d'abord Lazio-Inter, un match très disputé qui a vu les locaux s'imposer 3-1 sur les champions en titre. Et dans l'autre choc, une autre équipe romaine, entraînée elle par José Mourinho, qui tombe 1-0 à Turin face à la Juventus. Et Bianconeri enchaîne une 5e victoire toute compétition confondue et se replace 7e, à égalité de points avec la Lazio donc. Naples réalise toujours un sans faute avec 8 succès en autant de tentatives en championnat. Et on achève ce gros segment football, je dois l'avouer, avec l'AC Milan, qui a réalisé la remontada du week-end. Mené 2-0 au retour des vestiaires, Giroud, en réduisant le premier à la marque, et les siens, ont sonné la révolte. Un précieux succès 3-2 qui les maintient à la 2e place du championnat. Les rouges et noirs sont toujours invaincus. Et j'en ai fini avec le ballon rond, et je vais maintenant laisser Sophie poursuivre pour d'autres sports. Et merci à toi, c'est très gentil. Alors cette semaine a été riche en surprises. Des vainqueurs inattendus sont apparus sur le devant de la scène et des héros sont tombés. Commençons par les chutes, c'est bien plus marrant. En rugby, j'avais annoncé la semaine dernière la lancée sans faute du Stade Toulousain, accumulant 6 victoires en 6 matchs. Et maintenant, malheureusement, c'est chose finie puisque ce parcours a vu sa première déconvenue lors de la 7e journée du top 14. Le Loup a réussi l'exploit de faire tomber Toulouse de son piédestal en le battant 25-19. On peut d'ailleurs se demander si le Loup ne serait pas la bête noire du Stade Toulousain. Et oui, car rappelons-le, sur les 4 dernières confrontations directes entre les deux formations, c'est à chaque fois le club lyonnais qui l'a emporté. Une autre chute, la défaite du RCT à domicile. Première défaite depuis 8 mois sur le stade de Mayol. Ils ont été dominés par le Racing 92 de 20-27. Du côté du Pacifique, le numéro 2 du classement, Bordeaux, ravit ses supporters en obtenant sa 4e victoire consécutive face à la section paloise, concurrent sans Toulouse dans sa lancée des victoires. Les Palois doivent se contenter du bonus défensif puisqu'ils ont maintenu un score de 37-33. Niveau tennis, de nouvelles têtes émergent. Le Britannique Cameron Norrie et la jeune Espagnole Paola Badosa se sont illustrés dimanche 17 octobre à l'Indian Wells en remportant chacun le tournoi américain. Ce qui marque ce tournoi est l'apparition de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles têtes, ou du moins des sportifs dont on ne pariait pas forcément sur la victoire. Puisque le Britannique n'était qu'à la 26e place du championnat et passe désormais à la 15e place du classement mondial et devient le nouveau numéro 1 britannique devant Daniel Evans. Ce désordre dans la hiérarchie, comme je l'ai vu dans plusieurs journaux, est à mettre en parallèle avec l'absence de Federer, Djoko et Nadal. De même, le natif de New York, qui avait commencé l'année à la 70e place mondiale et s'est présenté dans le désert californien au 27e rang, va désormais faire un bon classement et arrive à la 13e place. Une remontada, comme on dit. Restons quelques secondes de plus aux États-Unis et parlons de Manon Fiorot qui réalise l'American Dream, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, la commentatrice française de MMA, surnommée La Bête, a remporté son 3e combat d'affilée à l'UFC Vegas, la plus grande ligue mondiale de MMA. Malgré une jambe blessée, Manon envoie la Brésilienne Bueno Silva au sol dès le premier round, qui a repris malheureusement des forces sur les 3 rounds suivants, de sorte que Manon Fiorot n'a pas réussi à la mettre KO. Mais elle s'est imposée logiquement sur la décision unanime du jury. Passons maintenant à Paris et voyageons un peu. C'est dimanche, s'est tenue la 44e édition du Marathon de Paris. D'ailleurs, je n'ai vu aucun de vous sur le parcours, j'étais un peu déçue. Vous auriez pu faire partie des 35 000 coureurs. Mais de mon côté, je n'étais pas non plus. Je préférais laisser ma place sur le podium au Kenyan Elisa Rotich, qui a mené la course en parcourant les 42 km en 2 heures et 4 minutes. Et du côté féminin, c'est l'Éthiopienne Tigis Memui qui a fait le meilleur temps avec ses 2 heures et 26 minutes. En termes de comparaison, 2 heures et 26 minutes, c'est le même temps que le film Shining de Stanley Kubrick. Donc on aurait pu le regarder en même temps. Et voilà, j'ai fini avec le tour des résultats de la semaine. Un grand merci Sophie pour ce passage en revue des derniers résultats à ne pas avoir manqué. Je me tourne désormais vers Audrey pour lancer de ce pas les news. Un flash sur les infos que vous auriez peut-être laissé passer par mégarde, j'entends bien. C'est tout de suite, c'est jingle. Vous écoutez le Campus Sport Club, c'est l'heure de nous. Et on commence ces
l'actualité avec du rugby. Le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, a communiqué la liste des 42 joueurs sélectionnés pour la tournée d'automne. Parmi eux, 9 vont vivre leur toute première sélection, à l'image de Maxime Lucu, Mathis Lebel ou Thibaut Flamand. À noter tout de même que Fabien Galtier n'a toujours pas dévoilé l'identité du capitaine qui doit combler l'absence de Charles Olivon, blessé. La planète rugby est par ailleurs endeuillée suite à l'accident de voiture mortel du joueur néo-zélandais Sean Wainui qui n'avait que 25 ans. Et c'est une première depuis janvier 2017. La légende Roger Federer quitte le top 10 du classement ATP de tennis. Il s'est déjà retrouvé à 2 reprises dans cette situation au cours de sa carrière. C'était d'abord en 2002, puis en 2016, mais jamais pour très longtemps. Lui qui a inscrit son nom dans ce prestigieux top 10 depuis presque 20 ans, dont 310 semaines à la première position. Reste à savoir si le Suisse de 40 ans sera en mesure de réintégrer ce classement alors qu'il compte revenir la saison prochaine et qu'il n'a pas gagné un tournoi depuis octobre 2019, c'était à Bâle. Hier a débuté le procès de David Henderson. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit du pilote qui avait la charge de transporter le footballeur Emiliano Sala à Cardiff dans son nouveau club. Mais c'était finalement David Ibbotson qui l'avait remplacé. Et le 21 janvier 2019, l'avion s'était écrasé dans la Manche, ne laissant aucun survivant. David Henderson est ainsi poursuivi pour mise en danger de la sécurité d'un aéronef et transport d'un passager pour le compte d'autrui dans un avion non immatriculé au Royaume-Uni sans les autorisations nécessaires. Hier, Henderson a plaidé coupable de la seconde accusation qui pèse contre lui. Décidément, les Bleus n'ont pas attiré les diffuseurs hier lors du deuxième tour organisé par l'UEFA pour les matchs de l'équipe de France de football. Un résultat pas vraiment à la hauteur des attentes. TF1 et M6 proposent environ 2,5 millions d'euros par match, montant qui ne pourrait pas être très satisfaisant pour céder les droits de diffusion. Des négociations pourraient être attendues dans les prochaines semaines. Et on termine avec du cyclisme. Jeudi dernier, les parcours des Tours de France 2022 ont été dévoilés. C'est en effet la renaissance du Tour de France féminin sous la direction de Marion Rousse, consultante du Tour sur France Télévisions et ancienne championne de France cycliste. Du 24 au 31 juillet, les coureuses parcourront 8 étapes, dont 2 de montagne à travers 3 régions. Le coup d'envoi sera donné à Paris pour une arrivée prévue à la Super Planche des Belles-Filles. Cette dernière ascension fait également partie du Tour de France masculin. Au programme, des pavés, des bosses, l'Alpe d'Huez, du vent, 5 arrivées au sommet. Tout cela promet un tour riche en rebondissements qui commence le 1er juillet prochain. Notons en plus que la 6e étape de la Grande Boucle partira de Lille. Et très belle conclusion, cher Audrey. Et je vous invite à préparer votre été 2022, sans Coupe du Monde, certes, puisqu'elle aura lieu en novembre-décembre, mais avec 2 Tours de France, du coup. Et ça, c'est sympatoche. Moi, je vous le dis. C'est pas mal. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission. Et pour débuter, je vous propose de replonger 5 ans en arrière. On est aussi à l'été. Et 1 euro à la maison, tout simplement. Et David Guetta, pour la chanson officielle, en featuring avec Zara Larsson. C'est This One's For You, dès maintenant, dans le CSC. We're in this
On est de retour pour poursuivre dans le Campus Sport Club sur Radio Campus. Nos yeux et nos oreilles se tournent à présent vers François qui va lancer une revue de presse de qualité. Oui, je lui mets la pression, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vous invite donc à écouter 4 minutes de pur bonheur juste après ce jingle. Des infos toutes chaudes, des unes pétries d'humour, le tour d'Europe de la presse sportive, c'est maintenant dans la revue de presse du Campus. Et pour commencer, François, tu nous vends le soleil hispanique, direction au-delà des Pyrénées avec le quotidien AS. Tout à fait ça, ouais, c'est ça. On va partir du côté de l'Espagne avec une actualité durant le week-end et plus précisément depuis dimanche soir. C'est évidemment la victoire de Paola Badosa, cette jeune Espagnole, 23 ans quand même, hein, il faut le rappeler, qui, bien suite à sa victoire au tournoi d'Indian Wells, devient 11e joueuse mondiale. Ça promet, effectivement, avec une victoire face à Azarenka notamment. Et ne peut même pas notamment, d'ailleurs, une victoire face à Victoria Azarenka en finale d'Indian Wells. Et donc forcément, les journaux espagnols se sont emparés de cette actu toute chaude. C'était lundi matin, avec notamment le journal Mundo Deportivo, qui va consacrer Reina, cette jeune joueuse de Badosa, qui va la consacrer donc reine dès ce lundi matin. Et puis finalement, une joueuse qui va quand même faire la une de AS, c'est quand même à noter, hein, puisque le Barça jouait la veille, et donc AS qui fait sa une sur Paola Badosa, la preuve que c'est quand même une actu qui a marqué véritablement en Espagne au niveau du sport, avec cette une de AS. Donc Paola Badosa da El Golpe, frappe un grand coup. C'est en tout cas ce qu'a voulu titrer AS ce lundi matin. Et d'ailleurs, Paola Badosa qui a été encore dans cette actualité aujourd'hui, avec une interview accordée à ce même journal AS, où elle exprimait justement qu'elle était encore sous le choc, qu'elle avait du mal à réaliser. Bon, on peut comprendre effectivement à 23 ans, quand on gagne ce genre de tournoi, c'est pas toujours évident. Et donc, l'autre sujet dans l'actualité espagnole ce lundi matin, hier, donc, c'était évidemment la victoire du FC Barcelone face à Valence, une victoire sur le score de 3-1, on le rappelle, le contexte, le Barça qui était quand même en grande difficulté en Liga, qui se relance, et donc finalement ça soulage quelque peu la presse catalane, avec notamment le Mundo Deportivo, qui finalement explique que le Barça décolle enfin d'une certaine manière, ses joueurs se relèvent enfin, despegan en espagnol. Ansu Fati, notamment le héros du soir, auteur d'un penalty provoqué, il provoque un penalty, il va marquer un but d'ailleurs, et donc Ansu Fati qui va avoir le droit donc d'être en une du journal catalan ce lundi matin. Et puis de son côté, le journal Sport va lui parler de remontada, une véritable remontada. Bon, ça va évoquer de mauvais souvenirs aux Parisiens, effectivement, mais c'est toujours du côté de la presse espagnole de bon augure, finalement, de rappeler cet événement. Le journal Sport qui va d'ailleurs parler aussi de la situation interne au Barça, toujours aussi incertaine, avec notamment ce titre Assemblea Suspendida, avec notamment Joan Laporta qui va repousser le vote des actionnaires à samedi prochain concernant le projet du stade du Barça, la rénovation du Camp Nou. Donc là aussi, une forme d'expectative du côté du Barça. On part maintenant du côté du Royaume-Uni avec la presse britannique qui s'est ce week-end tout particulièrement intéressée au match Newcastle-Tottenham, le premier match finalement de Newcastle sous pavillon saoudien, un match très important sous le signe de la fête, finalement the party pour les supporters de Newcastle, et une fête qui a été particulièrement gâchée par les joueurs de Tottenham. C'est ce que montre d'ailleurs le Daily Express. Reality bites, le retour à la réalité d'une certaine manière. Un retour à la réalité qui fait mal quand même pour Newcastle, 19e de Première Ligue, aucun succès encore en PL, et forcément entraîneur Bruce qui est plus que jamais sur la sellette. On passe désormais donc à l'actualité nationale, et avec là aussi l'équipe, le journal L'équipe qui va saluer la performance de Dimitri Payet. C'était hier matin, la performance de Dimitri Payet face à Lorient, avec la victoire 4-1. Payet impliqué quasiment sur 4 buts, et cette dédicace quand même de l'équipe en une, cette dédicace à Bernard Tapie, là encore une fois, Payet le boss, l'équipe qui reprend donc le surnom de Bernard Tapie pour qualifier la performance de Dimitri Payet. Un autre angle, lui, a été choisi par le journal régional La Provence, qui va mettre l'accent sur l'hommage des supporters à Bernard Tapie, avec ce titre aussi symbolique, l'adieu du stade. Voilà, un titre vraiment qui parle de lui-même, avec notamment une photo en fond sur la une, avec une photo donc du tifo des supporters en hommage à Bernard Tapie. Vraiment, on sent que c'est quelque chose qui tient à cœur du côté des Bouches-du-Rhône en ce moment. Et puis, l'équipe qui va également titrer sur la première défaite de Toulouse en top 14, avec une défaite face à Lyon. Là aussi, un titre tout particulièrement évocateur, le loup
croque Toulouse. Bon, voilà, c'était à faire, ils l'ont fait, très bien. Et puis maintenant, on va passer à l'actualité régionale, avec notamment la Voix des Sports qui a été sans pincettes du tout pour qualifier la performance du LOSC. Une performance indigne pour les journalistes de la Voix des Sports. Cette défaite, donc 1-0, cette défaite face à Clermont, avec une avec Jonathan Bamba notamment. Compliqué. Bon. Et puis enfin la Voix des Sports qui également a fait un gros dossier sur la Coupe de France ce week-end, avec notamment un focus sur l'exploit de Tourcoing, club de R1 qui a battu donc Boulogne-sur-Mer, club de National 1, une victoire 1-0. Boulogne là aussi en difficulté. Et puis on va passer maintenant donc à l'actualité du 19 octobre, les unes plutôt du 19 octobre avec la presse européenne qui s'est attardée évidemment à la Ligue des Champions, l'Espagne qui va encourager le Real et l'Atlético, AS qui parle notamment pour le Real du match contre le Shakhtar, d'une proposition de correction pour le Real, une manière finalement de se racheter de ce que les Madrilènes ont fait sur les dernières semaines qui finalement est assez insipide. Et puis en France, l'équipe titre Unis pour le meilleur, pour là aussi... en écho à la relation Mbappé-Messi, Mbappé et Messi qui devaient porter ce soir le Paris Saint-Germain. A priori, c'est le cas. A priori, c'est le cas effectivement, avec seul leader d'attaque contre Leipzig, puisque Neymar s'est blessé en sélection nationale. Et comme j'avais promis, c'est une revue de presse rondement menée, en fait. Merci beaucoup, François. Et on enchaîne immédiatement avec la présentation d'une personnalité montante dans le sport français. On part sur l'instant portrait, orchestré par Pavel. Et je vais te laisser la parole, toi qui as décidé pour ce soir de revenir sur celui je pense qu'on attend un peu dans les années à venir, un certain David Gaudu. C'est même pas qu'on l'attend, c'est que c'est l'élu, c'est celui qu'on nous vend après Thibaut Pinot, Warren Barguil, Pierre Rolland et bien d'autres. David Gaudu, c'est un coureur qui est donc à la Groupama FDJ, un breton. La Bretagne, décidément, terre de cyclisme et terre de formation cycliste. David Gaudu, il est né en 1996. Il est aujourd'hui donc membre de l'équipe Groupama FDJ depuis 2016. Alors, faut savoir que il vient d'une mère comptable et d'un père carreleur amateur de VTT qui l'emmenait souvent en vacances en Savoie, ce qui a fait qu'il est devenu grimpeur. C'est à l'âge de 6 ans qu'il s'est inscrit au cyclisme. Alors, pour passer brièvement sa carrière junior, il est allé parmi les meilleurs clubs de la région. On peut citer l'Union cycliste Briochine. Et surtout, j'aimerais citer et rendre un hommage à Côte d'Armor Marie Morin, qui a notamment formé très récemment Alexis Renard. Donc on est sur des coureurs qui sont de future classe mondiale. Parmi le palmarès de David Gaudu étant jeune, il y a surtout ce Tour de l'avenir. Ce tour qui est décrit comme le mini Tour de France, le tour qui lance les jeunes. On dit au tennis que c'est les petits as, on dit au football que ça peut être la coupe Montaigne, de mémoire une coupe entre les équipes nationales. Et bien là, au cyclisme, on est sur le Tour de l'avenir qui réunit donc beaucoup de nationalités, que ce soit les Colombiens, les Américains, les Français, les Australiens. Tout le monde est présent. David Gaudu l'a remporté en 2016, tout comme d'ailleurs Warren Barguil. On peut prendre l'exemple pour David Gaudu d'autres coureurs dans sa génération. On peut penser au jeune français Élie Gébert qui est chez Arkea Samsic. Élie Gébert que les plus passionnés d'entre nous doivent connaître. Marc Madiot a décidé de lui faire très rapidement confiance. Un stage en 2016. Vous savez que les stagiaires au vélo peuvent arriver à partir d'août pour pouvoir être avec les professionnels sur les courses jusqu'en octobre-novembre. C'est à peu près là que se termine la saison. Et dès 2017, Marc Madiot, banco, signe son contrat. Et tout de suite, voilà, il n'y a pas de tergiversation. Tout de suite, David Gaudu est parmi les meilleurs. Il arrive à disputer des courses comme la Flèche Wallonne et bien d'autres. On peut citer notamment qu'il a été le vainqueur du classement des jeunes de la Coupe de France de cyclisme qui regroupe en fait toutes les courses françaises par étapes et les classiques qui sont en catégorie internationale, qui attirent quand même un certain standing. C'est une preuve de sa précocité. Il remporte notamment une étape sur le Tour de l'Ain. Et son palmarès, je le disais, a été ouvert par cette 9e place sur la Flèche Wallonne. Il arrive dans le mur de 8 à tenir la grappe à Alejandro Valverde et toute la clique autour. Rien que ça. Et c'est après qu'on va vraiment découvrir ce coureur, surtout, je dirais, en 2019. En 2019, on a un coureur qui se révèle. Il y a ce fameux Tour de Romandie
qui se situe à peu près avant le Tour de France ou le Giro de mémoire, qui est une des 2 courses à étape principale suisse. Et puis on l'a notamment vu 6e de Liège-Bastogne-Liège, là aussi dans une arrivée très difficile, avec les plus grands protagonistes punchers. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu en ce coureur un potentiel. Je vais vous citer tout simplement une citation de notre ami Marc Madiot, qui est donc le directeur sportif, le grand Manitou de cette équipe Groupama FDJ. Il disait en 2019 que David Gaudu était tout simplement un coureur en qui nous pouvions avoir de grands espoirs. On va citer notamment ses performances sur le Tour de France, puisque en 2019, David Gaudu termine 13e du Tour de France, le fameux Tour de France où Thibaut Pinot était attendu, où David Gaudu avait joué les rôles d'équipier modèle et où il n'avait malheureusement pas été récompensé puisque son grand chef avait été malheureusement impacté physiquement et avait dû renoncer et abandonner. On citera aussi un Tour d'Espagne 2020 très intéressant. On rappelle, en 2020, il abandonne le Tour de France à la 16e étape et nous le retrouvons juste après sur le Tour d'Espagne bien requinqué, 8e du général, 11e et 17e étape au palmarès. Ça donne un petit peu la taille du patron. On citera que le Tour d'Espagne réussit bien aux coureurs français. On peut penser à Warren Barguil. Et puis, récemment, comment ne pas penser à cette course des Jeux Olympiques, palpitante, complètement dégénérée, 7e. Il y a du regret parce que tout le monde était un petit peu à bloc, et lui aussi, mais c'est une expérience qui va le bâtir, sans aucun doute. Marc Madiot aimerait bien le lancer. Il peut lui faire confiance maintenant. Est-ce qu'il saura être digne de la succession ? Est-ce que lui aussi ne va pas nous décevoir, entre guillemets ? Nous devons l'attendre. Point faible, pour finir, le chrono. Forcément, beaucoup de Français ont du mal. Thibaut Pinot s'y était mis, ça lui avait coûté son physique. Est-ce que ça coûtera le physique à David Gaudu de peut-être s'y pencher ? Marc Madiot a, je pense, la recette miracle. Merci beaucoup, Pavel. Moi, je vais te remercier et puis je vais aussi rebondir sur le point sur le Tour de l'Avenir, puisque je vais faire une petite dédicace. Le Tour de l'Avenir qui est passé cette année par ma ville natale de Bar-le-Duc. Et Bar-le-Duc qui sera aussi départ de la 5e étape du Tour de France Femmes 2022, dont nous a parlé Audrey. Voilà, c'était mon petit point dédicace. Et en parlant vélo, nous partons pour un nouvel intermède musical. Bicycle Song des Red Hot Chili Peppers, pour ceux qui doivent connaître, qui est un son sorti en 2002. Moi, je ne connaissais pas avant ça. Et juste ensuite, on débutera le débat qui sera encore centré sur du cyclisme, sur nos Français et les grands tours, ou comment renouveler avec le succès. Ce sera juste après. Here she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up, yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad to face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your birth. My girl, I heard it first. The beauty of your verse. A sticky finger and a wicked taste. Got a lot of nerve and a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness.
Happy days both sides are facing. Heaven knows I'm on the case, so how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first. The beauty of your verse. Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first. The beauty of your verse. De retour pour la seconde demi-heure du CSC, il est 23h33 sur mon téléphone. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM, également en DAB+, je le répète, écoutable dès demain en podcast sur campuslille.com. C'est l'heure du débat qui va animer les prochaines minutes de cette émission. Et pour cette émission sur la Ligue des Champions, pas de football. Et ouais, parce que, comme disait un grand philosophe, la roue tourne va tourner. Et oui, on rebondit à nouveau sur du cyclisme ce soir. Et les cyclistes, notamment français, autour des grands tours, que sont, je le rappelle, le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie et notre très cher Tour de France, une attente de succès qui va reculons. Telle est la question que je vous ai posée juste avant cette émission. Et avant d'entendre vos arguments, je rappelle que les fans de cyclisme attendent depuis 1995. Un certain Laurent Jalabert, aujourd'hui consultant pour France Télévisions, remportait la Vuelta. Et 26 années plus tard, des espoirs, des regrets et une relève qui n'a pas encore trouvé son talent. Alors, que faut-il penser de ce bilan français au XXIe siècle et que peut-on espérer pour la suite ? Je vous écoute. Qui veut prendre la main ? Qui va donner le premier coup de pédale ? Oh, ça se chauffe moyen. Eh ben, je vais donner le premier coup de pédale. Allez, notre pro Gaudu. Déjà, faut dire que la Vuelta, c'est un des grands tours les plus faciles, on va dire, entre guillemets. On dit souvent que le Tour de France est central dans une saison parce qu'il est en juillet. Et aujourd'hui, de plus en plus, la question d'enchaîner les grands tours se pose. Physiquement, les coureurs sont de plus en plus des machines, mais ne sont pas non plus des robots. Ils ne peuvent pas tout enchaîner. La Vuelta, c'est un des grands tours les plus faciles. C'est là où on retrouve quand même pas mal de victoires françaises ces dernières années, même si on se rappelle qu'il y a des Tours de France où on a eu 5 victoires d'étape, je m'en rappelle encore. Jalabert, ça commence à dater. Petite dédicace au tennis où ça fait depuis 1983 à Roland-Garros. Ah oui, aussi, là c'est pire. Donc c'est encore pire. Donc là, sur le cyclisme, on est sur un débat complexe. C'est la faute à qui ? Parce qu'il y a bien, là-dedans, t'as bien un fautif. Et le fautif, c'est qui ? Est-ce que c'est la formation ? Est-ce que c'est les équipes françaises ? Est-ce que c'est les préparateurs, les entraîneurs ? Est-ce que c'est un manque d'humilité, un manque de moyens ? Moi, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, peut-être avant de développer, parce que je pense que moi, on est clairement sur un manque, je dirais, d'humilité et un manque de réalisme vis-à-vis du potentiel de certains. Ben, moi, si je vais essayer de rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est vrai que moi, personnellement, le fait qu'on n'ait pas de Français aujourd'hui, finalement, qui gagnent un grand tour, je crois que c'est effectivement parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes françaises, malheureusement, qui ne sont pas au niveau, tout simplement. Alors, ce sont des belles équipes. Je veux dire, quand tu prends AG2R la mondiale, c'est quand même des équipes qui peuvent emmener facilement un coureur peut-être dans le top 4, top 3, éventuellement. Ou l'ont été, du moins. Oui. Voilà, ou c'est pareil, on peut prendre l'exemple de la FDJ aussi, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est des équipes qui restent assez modestes par rapport, je sais, notamment à la Jumbo-Visma, même dans son temps à la Sky et à Ineos, c'était vraiment des armadas. Sur le Tour de France, t'avais grosso modo 80% de l'équipe, c'était des mecs qui auraient pu quasiment taper un podium. Aujourd'hui, dans ces équipes-là, regarde à la FDJ,
À part David Gaudu en grimpeur, t'as pas grand monde. T'as peut-être quelqu'un qui est là pour l'accompagner, mais je veux dire, quand tu regardes la Jumbo-Visma où les mecs sont 5 à rouler toute la journée, forcément c'est pas évident, et je pense que c'est avant tout un problème d'équipe aussi. C'est peut-être ça. C'est qu'on peut rebondir sur, on va dire, je vais peut-être prendre un cas très très facile et généraliste, mais Julien Alaphilippe à Deceuninck, quand il nous réalise ce Tour de France 2019 où il tient ce maillot jaune bien 15 jours, à peu près, 14 jours, on peut y croire, et en même temps on sent qu'il manque, comme tu disais, comme un Gaudu derrière son Pinot à cette époque-là, il manquait aussi quelqu'un derrière Alaphilippe, et en face c'est là où on a vu peut-être une mise en œuvre un peu mieux réussie des autres équipes, et c'est sur les dernières étapes qu'ils ont été... on a peut-être vu quelque chose de vraiment collectif aussi. Puis c'est surtout qu'il manque un grimpeur au final, il manque... on a un talent, peut-être aussi c'est un manque de talent... super fort, parce que on a des coureurs comme Julien Alaphilippe qui sont vraiment les meilleurs dans leur catégorie. C'est le meilleur puncher du monde, ou l'un des meilleurs si on considère que Van Aert ou Van der Poel sont au-dessus, ou en tout cas à égalité. Mais est-ce qu'il manque pas le Français meilleur grimpeur dans ce lot, qui pourrait prendre la place d'un Bernal dans une équipe, d'un Carapace, même s'il est un peu plus vieux? Moi, ce que j'aurais bien aimé voir, ça aurait été un Français dans une équipe étrangère. En tout cas, pas une équipe française, parce qu'au final, les talents qu'on avait français, les Français sont restés dans leurs équipes parce qu'ils étaient leaders. Thibaut Pinot est resté dans son équipe parce qu'il était leader. Romain Bardet est resté dans son équipe parce qu'il était leader. Au final, exactement comme l'a dit François, les équipes qui gagnaient le Tour, c'était des grosses armadas, avec des coureurs qui pouvaient gagner tout le temps. Et ils pouvaient se remplacer s'il y en avait un qui, au final, était moins bon sur un tour, pouvait se substituer avec un autre. Et un autre pouvait, du coup, moi je pense à Geraint Thomas qui avait toujours été j'allais te le dire. Le leader, le coéquipier modèle, et qui au final prend la place, hop, et il se met dans la lumière sur le devant de la scène. Au final, si on avait eu un coureur français du top niveau dans une équipe Ineos ou Sky, qui aurait pu prendre la place d'un autre, est-ce que ça peut pas l'aider à le faire progresser? Est-ce que ça peut pas l'aider à peut-être jouer sa carte si Gaudu, je sais pas, se retrouve chez la Jumbo-Visma et Roglic tout d'un coup, hop, il se met à caler un peu? Est-ce qu'il peut pas prendre la place? Alors évidemment, ça dépend aussi du talent initial, mais c'est une question, est-ce que au final rester en France en tant que leader, ça peut pas être un obstacle à une progression finale? Mais c'est une vraie question que je pose là. Je vais juste te redemander, tu penses que, comme on parle tu parles des Français qui sont chez les équipes étrangères, Alaphilippe, Deceuninck, belge, on est sur l'étranger? Oui. Ben, il est pas dans une équipe française. Alors pour le coup, il a le statut de leader et il assume totalement. Mais je vois que Pavel Pavel va en lâcher une. Pavel va me répondre. Mais oui, il est dans une équipe étrangère et ça fait longtemps en plus. Et voilà, et il joue sa carte à fond. Stop la Philippe Mania, c'est un manque de réalisme, comme je le disais tout à l'heure. Tu as plusieurs cas d'école pour les Français qui ont été à l'étranger. Je prends le cas de Pierre Rolland. Le Français qu'on nous vendait dans les médias, qui a accompagné Thomas Voeckler, qui a été maillot jaune. Je rebondirai juste après et je te ferai un parallèle avec Alaphilippe. Et voilà, il y a eu cette attaque de Pierre Rolland. Aujourd'hui, il est où, Pierre Rolland? Il est revenu en France parce que moi, ça me fait penser un peu aux Marseillais qui sont allés en Angleterre au football et qui sont revenus à Marseille parce qu'ils ont vu que leur statut était nul en Angleterre. Et ben là, c'est pareil. Pierre Rolland, par une étape du Giro à Cannondale, il a été mauvais chez les Américains. Et Romain Bardet, aujourd'hui, a fait un pari, c'est d'aller chez les étrangers. Donc, du côté de DSM, ancien Shimano et ancien Giant Alpecin. Donc, t'es sur un problème où les Français n'ont pas la légitimité à l'étranger. Pire encore, les Français n'ont même plus la légitimité dans leurs équipes. Regarde chez Arkea Samsic. Barguil a été totalement éclipsé par Nairo Quintana. Et pire encore, regarde chez Total Energy. Niki Terpstra et tous les autres, Moisson-Hagen, par leur célébrité, ont réussi. Et bientôt Sagan, bientôt. Et bientôt Sagan, alors là, je vous parle même pas. Ça va être une Sagan manière. Vous allez avoir Sagan sur les 4 jours de Dunkerque pendant le Giro, parce que l'équipe n'ira pas sur le Giro. Vous allez rien comprendre.
Ça va être un truc de dingue. Et moi, je pense que t'as des Français qui ont tenté l'aventure, t'en as d'autres qui tentent. T'as vu Christophe Laporte, qui va du coup aller chez Jumbo-Visma. Mais honnêtement, est-ce que le jeu envoie la chandelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà reconquérir le cœur des directeurs sportifs? Tu prends un mec comme Jean-René Bernaudot, Marc Madiot. Jean-René Bernaudot chez Total Energy et Marc Madiot chez FDJ. C'est des mecs qui voudraient tellement mettre des Français leaders. Gaudu, il va le faire avec Gaudu très certainement. Il va l'introniser très rapidement. Sauf si Pinot a encore de belles années devant lui. Mais regarde, t'as plein d'équipes où c'est plus le cas. Chez Cofidis, t'as Guillaume Martin, très bien. Mais l'atout pour rapporter des points UCI et de l'argent, c'est Elia Viviani. Aujourd'hui, tu as ces vieux de la vieille. On a eu des échecs. Hein. André Greppel, multiple vainqueur au sprint qui rebondit chez Arkea et ça n'aboutit à rien. C'est des déceptions. C'est des gros salaires. C'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Moi, je pense que au-delà de tout ça, tu vois, tu dois tourner autour de la formation. Quelle direction tu veux donner au cyclisme français? On sait que le chrono, c'est un de nos points faibles. Est-ce qu'on le travaille plus pour autant? Non. On sait que des Français ont du mal à tenir des classements généraux. Le chrono en fait partie. Est-ce qu'on est capable de former les coureurs à des classements généraux? La réponse est non. On a de très bons punchers. Et arrêtons donc avec Alaphilippe, qui ne pourra pas gagner le Tour. Vous savez pourquoi un Français ne peut pas gagner le Tour? Non, il gagnera pas. Vous savez pourquoi un Français ne va pas gagner le Tour? Parce qu'il y a un chrono à Rocamadour qui fait 43 bornes et qui va achever tout le monde. Et que vous avez beau avoir pris de l'avance, vous avez beau être bien, vous ne serez pas bien. Après... Thomas Voeckler en 2011, je finis là-dessus, et c'est le parallèle que je veux faire avec Alaphilippe. Thomas Voeckler en 2011, tu sens qu'il y a un truc qui commence à monter dans le public, dans les médias, dans l'opinion. Tu sens qu'il y a un truc qui commence à se bâtir. Même l'équipe, elle est transcendée. Tu vois des Cyril Gauthier, des mecs qui sont charbon, ils tiennent. Ils devraient être lâchés depuis longtemps, mais ils sont toujours là et ils sont devant le peloton. À l'époque, on sent quelque chose. Tu sens un engouement. Là, je te parle de mania. Il y a eu une mania à Lafayette, mais il y a une mania à Voeckler. Il y a un truc. Et c'est quoi qui vient le plomber? C'est le chrono à Pauillac. Et c'est le fait que sur une étape aussi, où je sais plus où c'était, dans un col, il ne peut pas tenir. Mais c'est un mec, il a imposé un truc et il n'était pas du tout destiné à gagner le Tour de France. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on va nous refaire des gens avec du panache et qui vont peut-être échouer comme Marguil, ou est-ce qu'on veut vraiment miser sur un véritable projet d'avenir avec des moyens, de l'ambition, mais surtout de l'humilité? Ouais, alors après, moi, j'ai envie de rebondir surtout sur tu parlais du contre-la-montre. Oui, les Français en contre-la-montre sont en difficulté. Est-ce qu'il faut travailler? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il faut travailler ce contre-la-montre. Quand tu regardes dans l'histoire, alors évidemment, on va pas remonter. Si, je vais le faire justement, mais tu peux remonter jusqu'à Fignon, Bernard Hinault. Je veux dire, c'est un cyclisme c'est le cyclisme d'une autre époque, mais c'était quand même des gars qui savaient courir des contre-la-montre, qui savaient gérer leur temps aussi. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, pour remporter un grand tour, il faut, et c'est démontré d'ailleurs quand tu vois tous les gagnants aujourd'hui savent jouer des contre-la-montre. Aujourd'hui, tu vois Pogacar, il grimpe quasiment aussi vite, je ne sais quel col, et il va aussi vite sur le plat à Laval. C'était à Laval, je crois qu'il gagne le contre-la-montre. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Aujourd'hui, pour gagner un grand tour, il faut savoir faire du contre-la-montre, il faut savoir rouler seul. Il faut être complet. C'est ça, tout à fait. Et moi, je pense que aujourd'hui, effectivement, il faut des coureurs avec du panache, mais on en aura. De toute façon, dans les écoles de cyclisme, tu as plusieurs profils qui ressortent à chaque fois. On parlait d'Alexis Renard, un très jeune aussi, qui lui est plutôt, pas forcément grimpeur, plutôt dans les bosses, etc. Mais c'est un peu ce style-là. Je suis sûr que tu as d'autres coureurs aussi aujourd'hui qui sont peut-être moins connus, qui sont très jeunes, qui grimpent très bien. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, il faut tirer ces coureurs-là qui sont un petit peu très spécialisés, on va dire, les tirer peut-être plus vers le contre-la-montre, les faire finalement devenir des profils complets, et puis finalement, là, on aura peut-être des chances. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment jouer la carte du contre-la-montre quand même. Je pense que si, je me permets, je vous laisse réagir là-dessus, mais là où les grands tours où il y a le moins de chrono, c'est là où les Français se dirigent. On a eu un Romain Bardet qui a eu des aléas de santé malheureusement, mais qui allait sur un Giro à la base, parce qu'il n'y avait que 20 bornes de chrono. Quand sur d'autres grands tours, vous en avez 60 à 80, contre-la-montre par équipe compris. Donc, quand on sait comment le chrono par équipe est considéré dans les équipes françaises, hormis chez la FDJ, on a de quoi s'inquiéter. Donc le problème, c'est l'organisation, c'est ASO qui fait mal le tracé et qui désavantage les Français. Non, c'est même pas ça. Regarde cette année. On peut réagir sur le parcours de cette année, puisque c'est dans le débat. Moi, je considère que, si tu veux, t'as un profil qui pourrait, oui, je le dis,
et je ne fais pas d'Alaphilippe Mania, qu'on va permettre à Alaphilippe d'aller faire quelque chose. Mais aujourd'hui, bon, il n'y a pas l'équipe, mais il peut faire quelque chose. Il peut se débrouiller tout seul. Maintenant, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que tu te dis pas dans un col, tu vas avoir Pogacar, oh là là, il va... Tu vois? Parce que Pogacar, dans les vallons, il sera peut-être à voir. Mais quand il s'agira d'aller monter l'Alpe d'Huez, et s'il a vraiment les jambes, il peut coller une attaque dévastatrice. Et là, si tu as Alaphilippe qui est en forme, tu verras ce qu'il peut donner. Moi, je pense qu'on peut réagir sur ce parcours que je trouve pas du tout pour un pur grimpeur. Tu peux avoir une surprise, mais la surprise, elle viendra pas forcément du côté français. Et je pense qu'on se méprend sur l'étape de la Trouée d'Arambert où il n'y a pas tant de secteurs pavés que ça. Quand je me rappelle de Nibali qui attaque à Ypres, je me dis que les pavés sur le Tour de France, malheureusement, ça n'a pas le même charme que les pavés de Paris-Roubaix. Et oui, un Paris-Roubaix qui s'est déroulé il y a très peu de temps de cela et qui a été vraiment passionnant. Ah oui, hyper intéressant. Bon, je vais devoir mettre quand même fin à ce débat, mais on aura peut-être une réponse d'ici quelques années. Je voudrais juste réagir sur les écoles de cyclisme, pour finir en 30 secondes. Tu as des profils qui émergent, mais aujourd'hui, tu as des entraîneurs, tu as des générations d'entraîneurs qui font que ces profils n'émergent pas forcément. En fait, pour eux, la problématique, c'est pas qu'on gagne pas le Tour de France, c'est de former des coureurs qui s'épanouissent, ça je suis pas certain dans tous les cas, mais c'est aussi former des coureurs au profil qui leur est destiné. Et aujourd'hui, si on mettait peut-être un petit peu plus d'entrain, on aurait peut-être des coureurs plus complets. On est champion d'Europe chez les juniors, on est très bien situé mondialement chez les juniors, on a des générations, comme d'habitude, tout est question de génération, mais on verra bien en juillet prochain, en mai, au Giro. Tout à fait. Et puis, on pourra aussi prendre note des différentes éditions du Tour de l'Avenir qui peuvent nous réserver aussi de beaux noms, de belles surprises. Et pourquoi pas faire des performances dans la décennie à venir. Attention côté norvégien. Attention Norvège. Prenons un instant pour souffler un petit coup et faire une petite pause. Et puis, je voulais finir avec classe et élégance. Alors, qui de mieux que Tony Parker? Mais il ne sera pas question de lancer franc, mais plutôt de hip-hop lors de sa prise de folie au milieu des années 2000. C'est Balance-toi, tout de suite, sur Radio Campus. Dans les chars, ça va faire mal. Engagé, j'ai la vibe, le pur style. Le public me réclame et j'assume car. Est-ce que tu penses que t'es prêt, baby? Ça fait boum boum dans le club, baby. Oh oui, bouge sur la zik lady. Tony P cool et sinon je m'applique. Hey, hey, DJ, balance sa sauce comme d'hab. Arrivé pour la gloire, je le fais comme d'hab. Yes, glissé, tranquille, c'est open bar. Enfile les verres avant 2 heures d'argent. La face, elle brille. C'est de cette girl qui me fixe, baby. Tu peux m'escorter pour cette nuit, baby. J'ai déjà ma femme pour la vie. Ok, t'as du mal à me suivre, mais qui m'aime me suivre. Musical thérapie. Du Texas à Paris, voulez-vous coucher avec nous? Je vous en prie. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai les clients qui charment. Balance-toi. Balance-toi. Oh, baby, go. Check mon hip-hop, toujours au top. Mon flow ricoche, rap et mon job. Stop, jump up. Tony P, All-Star, NBA, baby, arrête un peu tes bornés. Baby, arrête un peu de me mater. Lady, t'es charmante et tu le sais, mais sache que seule l'ambiance a de l'effet. Quoi? Nouveau Snoop Dogg dans les enceintes, quoi? Tu veux danser? Non, c'est pas la peine, moi. Je reste bien assis dans le sofa, qui fait la vibe en levant les bras. Ramène les girls dans le VIP. Voulez-vous coucher avec nous? Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, Tony Clio qui charme. Balance-toi. Oh, baby, go. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le swing qui fait mal. Efface-toi de la piste, si t'es pas prêt à faire bouger tes épaules. J'ai ce petit truc d'Estelle, je fais mes propres rêves. Je me sens dans la tête, vite sans le morceau s'achève. Salut du Texas boy. DJ Sky for la flotte.
Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, Sony P official. Balance, 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 balance-toi. Balance, 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 balance-toi. Balance, 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 balance-toi. Oh, baby, go. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, Sony P official. De retour sur Radio Campus, c'est le CSC, c'est le Campus Sport Club, votre talk show 100% sport de Radio Campus. En ma compagnie, toujours au studio malgré l'heure tardive, Élie, Audrey, Sophie, François et Pavel. Tous ensemble, démarrons les dernières minutes de cette émission avec tout d'abord les immanquables présentés par Élie, suivi ensuite par le petit jeu de la fin. Jingle. C'est l'heure des immanquables de la semaine du Campus Sport Club. Et Élie, tu voulais commencer par un programme à ne absolument pas manquer ce week-end. Honte à ceux qui passeraient à côté, tu vas nous parler de la suite de la Ligue des Champions. Ouais, c'est demain soir la Ligue des Champions qui continue avec le LOSC qui reçoit le FC Séville, le favori de la poule G, au stade Pierre-Mauroy. J'y serai, je vous ferai des petits coucous. Sinon, ça sera sur Canal à 21h. C'est une victoire qui ferait du bien aux Lillois puisqu'ils sont derniers de leur groupe pour le moment avec un seul petit point. Mais rien n'est encore perdu puisqu'ils n'ont qu'un seul point de retard sur Séville, qui est deuxième de ce groupe G. L'autre match de la poule opposera Salzbourg à Wolfsburg, ce sera à 18h40 demain sur beIN Sport 2, et à part un joli Manchester United Atalanta à 21h sur beIN Sport 1, il n'y a pas de gros choc qui était plus ce soir, et de toute façon vous regarderez le LOSC, donc il n'y a pas besoin de vous proposer d'autres rencontres. Il y a également de la Ligue Europa ce jeudi soir. On a de beaux matchs pour nos clubs français. Marseille qui joue gros sur le terrain de la Lazio Rome à 18h45 sur RMC Sport 1. Lyon se déplace au Sparta Prague à 21h et ce sera sur W9 en clair. Et puis Monaco ira du côté du PSV également à 21h, mais cette fois-ci sur RMC Sport 1. Et puis on n'oublie pas la C4, la nouvelle Ligue Europa Conférence avec les Rennais qui iront en Slovénie à Moura. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les Rennais, puisque Moura, c'est 2 défaites en 2 matchs de Champions League, donc pourquoi pas une victoire. On continue le football avec notre cher Ligue 1 ce week-end, avec une très très belle affiche, le Classico qui est de retour et qui promet, dont nous parlerons bien sûr la semaine prochaine, j'en suis sûr, dans cette émission. L'OM PSG, donc c'est dimanche à 21h sur Prime Video. Les autres affiches notables de cette 11e journée de Ligue 1, le LOSC rejoue samedi contre Brest pour se relancer en championnat. Lyon se déplace à Nice dimanche à 13h, ce sera aussi sur Prime Video. Et Montpellier ira à Monaco à 17h sur Canal Plus Sport. En Europe, on aura un joli Manchester United-Liverpool qui fait saliver en Première Ligue sur Canal le dimanche à 17h30. Et en Italie, un choc entre l'AS Rome et le Napoli le même jour à 18h. Ce sera sur beIN Sport 2 cette fois-ci. En top 14, que des belles affiches comme toujours ce week-end avec entre autres le Racing qui accueillera Montpellier à la Défense Arena samedi à 17h. La Rochelle qui jouera contre les Toulonnais dans un duel de prétendants au top 6 qui a eu un peu de mal en ce début de championnat. Ce sera dimanche à 21h. Le leader Toulouse lui recevra Castres samedi à 21h. Et son dauphin l'UBB accueillera l'USAP dans le milieu de l'après-midi. Toutes les rencontres de cette 8e journée sont à suivre sur les antennes du groupe Canal+. C'est aussi le retour de la F1 ce dimanche. Après un petit week-end sans rien à se mettre sous la dent, c'est le Grand Prix des États-Unis. Ce sera en prime time, s'il vous plaît, sur C8 et sur Canal+ décalé, avec pourquoi pas un nouveau duel Hamilton-Verstappen dont parlait l'émission de la semaine dernière que je vous invite à écouter en podcast. Et ce duel promet fortement. C'est également le retour de la MotoGP avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui sera à suivre dès 14h sur Canal+. Avec le Français Fabio Quartararo qui est toujours leader du classement général avec 52 points d'avance sur le second. Il pourrait même être sacré champion dès ce Grand Prix, sinon il lui restera 2 courses à tenir. Et puis on va terminer avec l'immanquable de la région, un peu de local avec les championnats du monde de cyclisme sur piste qui se dérouleront dès demain jusqu'à dimanche au Stab Vélodrome de Roubaix. Le cyclisme sur piste, c'est moins exposé que le cyclisme sur route, c'est plein d'épreuves différentes, c'est la vitesse, le contre-la-montre, le scratch, la poursuite, le keirin, la course au point, l'américaine. Et l'épreuve reine, le best-of de tout ça, c'est l'Omnium. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous les connaissez, mais on aura plein de Français. On aura Benjamin Thomas en chef de file, mais aussi nos médaillés de Tokyo, Donovan Grondin, et les 3 membres de vitesse par équipe, Ryan Elal, Florian Grenbeau et Sébastien Vigier.
Il y aura également la présence du poisson pilote de la Deceuninck, Mikkel Morkov pour le Danemark. Et chez les filles seront présentes sur le plateau les championnes olympiques Laura Kenny et Cathy Archibald. Et puis côté française, la nordiste Victoire Berthaud. Par contre, on se le dit entre nous, c'est pas donné. Une journée entière, c'est 55 €. Pas forcément le top pour servir de vitrine à ce sport qui n'est pas forcément exposé. Et c'est bien dommage, puisque ça a l'air très très palpitant et intéressant, surtout comme tu l'as relevé, qu'on a des médaillés olympiques dans sa discipline et que ça fait très très plaisir. Eh bien, on touche vraiment à l'extrême fin de cette émission. Je vous ai préparé un tout petit jeu très très rapide. Ça va être un tour de table très simple. À chaque fois, je vous pose une question les uns après les autres. Un vrai faux, vrai ou faux. C'est les anecdotes sur les grands tours. Pas spécialement que les Français, mais il y a du français quand même là-dedans. Ça vous va ? Très bien. On va pas faire l'élimination où on va comptabiliser les points et ça ira. Je commence par François, t'es à ma gauche. J'en profite. Vas-y. François, si je te dis que Eddy Merckx a remporté les 3 grands tours la même année, tu me dis vrai ou faux ? Je dirais vrai. Eh non, c'est faux. Personne ne l'a fait. Ouais, c'est compliqué. Pavel, Jacques Anquetil est le seul coureur à avoir gagné 4 grands tours consécutivement. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai, ouais, c'est le seul. Il avait fait en 63 le Tour de France et le Tour d'Espagne, et en 64 le Tour d'Italie et le Tour de France. Ellie. Ouais. Mark Cavendish est à une étape d'être recordman sur le Tour de France. Du nombre d'étapes gagnées, du coup. Ouais. Oui. Combien, à ton avis ? 34. Ouais, super. 34 comme Merckx, et on espère une 35e à venir. Sophie Alaphilippe est le Français en activité à avoir remporté le plus d'étapes sur des grands tours. Vrai ou faux ? Je dirais faux. Ouais, c'est vrai. 7 étapes. Avec la 7e qu'il a gagnée, il dépasse Thibaut Pinot, 6. Audrey, 7 km sépare la distance totale du plus petit grand tour à la distance du plus grand de cette année. Voilà, je dirais vrai. Ouais, 3410 km en Italie et on avait 3417 en Espagne. La France est pile au milieu, 3414. Comme quoi les grands tours, maintenant, on arrive à avoir un parcours assez, on va dire, symbolique. François, un seul coureur a porté le maillot jaune en 2005 sur le Tour de France. Je dirais vrai. Alors c'est vrai, c'est un piège, c'est vrai, mais parce qu'il y a un certain Armstrong qui a été disqualifié. Forcément. Et la même année, il y a aussi Zabriskie qui avait gagné les premières étapes, qui est disqualifié. Du coup, c'est malgré lui, Jens Voigt, qui est vainqueur de la 9e étape et qui est le seul officiellement à avoir vraiment porté un maillot jaune. Enfin, dans les faits, non, mais reconnu, oui. Élie Bardet est le seul Français en activité à avoir gagné au moins une étape sur les 3 grands tours. Moi, je vais dire vrai. Ah, peut-être pas. Ouais, si, vrai. Eh ben, bravo, puisque c'est faux. D'accord. C'est Thibaut Pinot qui l'a fait, ça aussi. Ouais, il a au moins gagné une sur chaque, et il en a gagné 2 sur celui d'Italie, 3 en France, et je crois 2 sur la Vuelta. Sophie, 2 tiers des titres espagnols sur les grands tours sont des Vuelta. Dans l'histoire. Vrai. Ouais, 32 sur 48. J'ai fait une petite fraction, c'est rigolo. Armstrong détenait plus de grands tours que les autres vainqueurs américains réunis avant qu'on lui enlève. Vrai ou faux ? Vrai. Ouais, 7 contre 5. C'est pas mal quand même. Bon, après, il avait un peu triché. On va finir un dernier tour. François, après les Italiens, les Français sont ceux ayant gagné le plus de Giro. Parce que je vais pas parler des Italiens, puisque les... Je dirais vrai, mais alors ça remonte. C'est faux, aïe. Mais c'est les Belges qui en ont un de plus que nous. Ah ouais, d'accord. Bon, ça joue à pas grand-chose. Pourquoi pas un prochain grand tour gagné par un Français, un Giro. Pavel, pour la dernière te concernant, en 2018, 3 coureurs britanniques distincts ont gagné chacun un grand tour. En 2010 18. Si tu te souviens des noms. À voir si c'est vrai ou pas. Geraint Thomas. Si t'en as 3, c'est vrai. S'il y en a Christopher pas 3, Froome. Mais non, il n'y en a pas 3. Donc non. Si, parce que la Vuelta, c'est Simon qui l'a gagné. Simon Yates. Du coup, et donc, Ellie, je vais te poser la question. C'est la 3e fois d'ailleurs qu'une année cycliste voit les 3 grands tours remportés par des coureurs de la même nationalité. Non. Et c'est vrai. C'est vrai. En 64, il y a Anquetil qui en gagne 2 et Poulidor qui gagne son fameux Tour de France. Et en 2008, c'est Contador qui en gagne 2 et Carlos Sastre qui gagnait le Tour de France. Sophie, la dernière pour toi. Le Tour d'Espagne est le plus jeune des 3 grands tours. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. Ouais. C'est une première édition en 1935. Pour le Tour d'Italie, il faut remonter à 1909 et le Tour de France, c'était 1903.
Et pour finir, Audrey, Bernard Hinault a remporté les maillots jaunes à pois et verts lors d'une même édition d'un grand tour. Vrai. Vous y croyez, vous? Ouais, je crois que c'est vrai. Possible. Non. Mais c'est Jalabert qui l'a fait en 95 à la Vuelta. Il avait les 3. Fort. Pas mal, le gars. Voilà. Et sur ce, cette petite dernière question s'achève cette émission très très concentrée autour du vélo. Merci Ellie pour cet effort. De rien. Un immense merci à vous tous d'avoir mené cette émission à mes côtés. Et nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode du CSC, du Campus Sport Club. D'ici là, portez-vous bien, comme j'aime le dire. Et puis bye bye tout le monde. Salut. Salut.